Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant nous allons nous attaquer au calcul des coefficients pour le cas du spin 1,5. Alors voyons d'abord d'une manière générale, pour simplifier un peu nos notations, on va écrire CI comme l'amplitude IS pour un état psi quelconque. Un état psi a une certaine amplitude CI d'être dans l'état de base IS, et par rapport à T, on va écrire C'J égale l'amplitude JT psi, l'amplitude qu'il a d'être dans l'état de base JT. Et donc ce qu'on recherche, c'est la formule C'J égale la somme des RJI, on fait la somme sur les I, des CI. Donc c'est une somme pondérée par des coefficients qui est ce qu'on recherche et qui ne sont rien d'autre que les amplitudes JT-IS ou la transformation pour passer d'une base à une autre. C'est ce que l'on cherche. Alors, on va prendre le spin 1,5 parce que c'est le plus simple. Dans ce cas, on a deux états de base et donc il y a 4 coefficients. Difficile de faire plus simple, à part une particule qui n'aurait pas de spin. Donc, dans l'état des particules de spin 1,5, soit un appareil S, un faisceau arrive, et on constate qu'il se sépare en deux faisceaux, un supérieur qu'on va noter plus, et un inférieur qu'on va noter moins. Alors, comme précédemment, on va dire que l'axe dans le sens de l'appareil, c'est Y, l'axe vertical, c'est le Z, et le troisième axe perpendiculaire à l'appareil, c'est l'axe X. Alors, pour pouvoir déduire ces coefficients, ces 4 coefficients, nous serons amenés à faire quelques hypothèses. Nous allons voir d'ailleurs une assez rapidement. Ces hypothèses sont assez évidentes. Et même si elles sont évidentes, ou naturelles, il faut toujours retenir en tête que ce sont des hypothèses. Et le principe, c'est que ces hypothèses sont justes parce que les résultats sont en accord avec l'expérience. Les expériences faites avec des atomes, avec des particules, confirment les résultats obtenus sur le spin. Alors déjà, on sait que si l'on affecte toutes les amplitudes d'une phase globale, donc on les multiplie par une phase EI delta, toutes les amplitudes sont multipliées par la même phase, alors on a la même situation physique. La grandeur d'une telle phase, c'est 1, donc les probabilités restent inchangées. Et si on fait des sommes d'amplitudes pour avoir des interférences, comme toutes les amplitudes sont multipliées par la même phase, dont la grandeur est toujours 1, alors les interférences et leurs conséquences restent identiques. Donc, physiquement, multiplier toutes les amplitudes par une phase constante n'a pas d'effet. Et ça se reflète, malheureusement, sur la matrice de transformation. Les amplitudes résultantes pourraient être toutes multipliées par une phase constante. Cette phase constante peut être incluse dans la matrice, et donc il y a un certain arbitraire. Donc il faudrait établir une règle qui permet d'éliminer cet arbitraire. Une règle simple qui permet de faire simplement un choix. Un choix pour cette phase globale. Alors considérons un appareil S avec par exemple un filtrage pour ne garder que les états plus S, et on place un appareil T avec un certain angle, donc les deux appareils sont comme ça, et on redresse l'appareil T, il est tourné d'un angle alpha. On s'attend à ce que les coefficients que l'on recherche, c'est-à-dire plus T plus S, plus T
moins T, pardon, plus S, et dans le cas de l'autre faisceau, plus T moins S, et moins T moins S, qui sont donc les 4 coefficients que l'on recherche, on s'attend à ce qu'ils dépendent de l'angle alpha, qui est l'angle entre les deux appareils. Mais en réalité, là, nous faisons déjà une hypothèse. Parce que, supposons que vous preniez les deux appareils, qui sont placés comme ça, et que vous les fassiez tourner. Globalement, vous les déplaciez, vous les tournez dans toutes sortes de sens, mais ensemble. Ils gardent la même angle entre les deux, mais vous les placez différemment dans l'espace. Est-ce qu'on obtient les mêmes résultats? Il est plausible que oui. Il est clair que la séparation des faisceaux correspond à des orientations des moments magnétiques, des petits moments magnétiques des particules ou des atomes, et que c'est l'orientation par rapport à T qui diffère due à cet angle alpha entre les deux appareils. Et c'est donc l'angle alpha entre les deux appareils qui importe. De plus, supposez que le résultat ne dépend que de alpha et pas de l'orientation absolue de l'ensemble, est en accord avec le principe de relativité. Rappelez-vous, les lois physiques sont indépendantes du choix du référentiel dans lequel on mesure les valeurs. Si je choisis un référentiel avec une rotation qui est équivalente à tourner tout l'appareil, c'est le point de vue actif ou passif, le résultat doit être inchangé. Mais ça reste bien sûr une hypothèse. Très plausible, très naturelle, mais c'est une hypothèse. Et effectivement, l'expérience confirme que peu importe comment on place les appareils dans le laboratoire, du moment qu'ici l'angle reste toujours le même, on obtient toujours les mêmes résultats. Alors, supposons maintenant que nous ayons 3 appareils. On a l'appareil S, on a l'appareil T, et disons un appareil U un peu moins incliné. Supposons aussi qu'on ne bloque pas les faisceaux dans T. Donc tous les faisceaux passent. Comme on l'a vu, et c'est logique, l'appareil T ne devrait pas avoir d'effet. Tout passe. Et on l'a vu, on l'a discuté dans le cas du spin 1. L'effet, la perturbation que l'on a produit sur les particules qui font qu'on oublie le passé, c'est quand on bloque un des faisceaux. En bloquant les faisceaux, on modifie l'état du système, des particules ou des atomes qui sont placés dans l'appareil. Et si on laisse tout ouvert, c'est comme s'il n'y avait pas d'appareil. Donc on l'a vu avec le spin 1, et dans ce cas-là, le résultat devrait être identique à placer U directement après S. Alors, voyons à quoi ça conduit. Alors, l'appareil S, donc, on a une relation, C'J égale la somme des RJI CI, et on va mettre ici TS pour dire, attention, ça c'est la matrice qui permet de passer de là à là. On va appeler C secondes les amplitudes à la sortie de l'appareil U. Là, ça va être somme des RUT, donc la matrice pour passer de là à là. KJ, C'J. Donc on passe de là, C'J et C seconde K à la sortie de U. Et puisque c'est équivalent à ça, on doit avoir C seconde K égale somme, la matrice pour passer de S à U,
RUS, KI, CI. La comparaison de ces expressions permet de trouver qu'on doit avoir, vous les vérifiez, RUSKI est égal à la somme sur J des RTSJI fois RUT KI. KJ, pardon. Et ça, ce n'est rien d'autre que la multiplication des matrices. Donc, on retrouve un résultat qu'on avait déjà vu, avec des opérateurs qui agissent à la suite l'un de l'autre. La transformation correspond à une multiplication matricielle. À un détail près, comme on l'a dit, il y a un arbitraire de phrase. EI delta, qui pourrait être inclus dans ces matrices-là. C'est le moment de faire le choix qui nous permet de fixer cette phase. Alors tout d'abord, cette transformation, c'est une matrice de changement de base. On l'a déjà vu, c'est une matrice unitaire. Elle ne change pas l'ensemble des possibilités. La probabilité de trouver la particule dans un état quelconque est toujours 100%. Ça revient à dire que le déterminant d'une matrice a une grandeur, parce que c'est un nombre complexe, ça doit se casser, une grandeur égale à 1. Et on peut mettre un facteur de phase EI delta là-dedans, le résultat sera toujours 1. Eh bien alors faisons un choix, enlevons l'amplitude et disons que le déterminant de R lui-même, pas seulement son amplitude complexe, sa grandeur complexe, le déterminant de la matrice va être choisi égal à 1. Ce qui revient à choisir un certain facteur de phase global. Voilà la règle qui nous permet de faire un choix entre des résultats qui sont physiquement équivalents. Voilà, le terrain est posé. Dans la prochaine vidéo, nous allons considérer des rotations autour de l'axe Z. Donc on a nos deux appareils à la suite de l'autre. On va faire tourner celui-là autour de l'axe Z. Donc on va le faire tourner dans le plan horizontal, l'axe Z étant vertical. Et on va, cette fois-ci, réellement calculer les coefficients de la matrice qui nous intéresse. Je vous remercie.